D'abord, si on lui avait dit qu'on allait fonder un pré Vigo après sa mort, qu'on ferait tout ce qu'on fait maintenant sur lui, il aurait bien rigolé. Gilles Margaritis est réalisateur à la télévision. Il y a 30 ans, Gilles Margaritis tournait La Talente avec Jean Vigo. Pierre Merle, aujourd'hui assistant de Gilles Margaritis, il y a 30 ans, assistant de Jean Vigo. Voilà, c'est ça. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait? Votre temps est tout à fait page 74. Albert Riera, réalisateur de télévision, il y a 30 ans, assistant de Jean Vigo. Il avait son petit groupe et je crois que tous les gens qui font partie de son groupe se ressemblaient, avaient un peu le même caractère. Que ce soit Pierre Merle, que ce soit Riera, que ce soit Jean Pinlevé, que ce soit tous les gens que j'ai connus, Charles Goldblatt, que j'ai connus autour de Jean Vigo, ressemblaient à Vigo, avaient quelque chose de Vigo. Beau, une belle gueule. J'aimais beaucoup, des yeux très malicieux, très rieurs, très vivants. Il avait une sorte de charme dans la grossièreté. Il laisse un souvenir extraordinaire à la fois de vitalité, de tendresse, de gentillesse, et en même temps de cruauté vis-à-vis des choses qu'il n'aimait pas. Voilà, se tenir la tête, etc. Ses cheveux, elle avait beaucoup de cheveux, énormément de cheveux. C'était un grand farceur. Il est venu déjeuner chez ma mère, il est arrivé en vieille dame. Déguisé en vieille dame avec Dasté, du reste, tous les deux. Énormément d'humour. Parce qu'il aimait beaucoup rigoler. C'était un homme très tendre, très bon, une tendresse des fois cruelle, même si on peut dire. Habité par une vie, par une tendresse des hommes. Et une grande tolérance pour les idées des autres. Il est toujours là pour moi. Je ne te dis que ça. Eh ben moi je vous dis merde. Monsieur le professeur, je vous dis merde. Lorsqu'on dit que Jean Vigo était le fils de Miguel Almereda, on n'a rien dit et on a tout dit. Vous connaissez l'histoire du père de Jean, qui a été vers 14 ou 15 ans, est venu à Paris, naturellement révolté contre une société aussi injuste. Il est devenu anarchiste et sous le nom de Miguel Almereda, il est devenu un journaliste extrêmement brillant, un polémiste. Il était à cette époque-là un anarchiste. Il collaborait à la guerre sociale dont il est devenu le rédacteur en chef. Et il avait une très grande influence dans les milieux syndicalistes et anarchistes de l'époque. Il n'était pas possible de penser à Almereda sans penser à Don Quichotte. Il en avait l'allure, il en avait le caractère, il en avait les exagérations, il en avait... Enfin, c'était vraiment un Don Quichotte. Il était très entraînant, il était dans toutes les manifestations, dans tous les coins il y avait de la violence. Par exemple, Jean me racontait quand Jaurès a été tué, il se trouvait avec son père au Café du Croissant. Il était là, et puis Jaurès était en face d'eux. Tout d'un coup, une détonation, ils ont vu Jaurès s'écrouler sur la table. On a étendu le corps de Jaurès sur la banquette du Café du Croissant et le petit Vigo, le petit Jean, enfin, était là. C'est lui qui était assis à côté. Il a vu ce corps et ça l'avait beaucoup impressionné. Jean Vigo suivait ses parents partout parce qu'ils militaient tous les deux et que on ne craignait pas de l'emmener dans les réunions, dans les cafés et tout ça. Nono était toujours partout, bien sûr. Vous savez, Nono, il vivait, je ne peux pas vous dire, il vivait presque comme un enfant abandonné. Nono partait l'été, enfin,
pendant toute la bonne saison, 3 ou 4 fois par semaine, avec des couvertures. Il allait coucher dans les fortifications, on le revoyait le lendemain vers 10 heures, comme ça. Il avait une mère et un père, mais ce père et cette mère avaient des obligations tellement loin de leur petit enfant. Il était question de faire la paix avec l'Allemagne. Et Michael Almereda était absolument d'accord pour faire la paix. Il y avait à ce moment-là une lutte très grande entre ceux qui se prétendaient les nationalistes à tout craint parlant seuls au nom de la France et ceux qui auraient voulu atténuer les horreurs imbéciles de la guerre ou amener même une paix blanche. Même époque, le nationaliste Léon Daudet menait une campagne acharnée contre tous ceux qu'il appelait les défaitistes, et dans ces conditions, il est évident que de toute façon, Almereda, pas plus que Malvy, pas plus que Caillot, ne pouvait, parce qu'ils étaient, sinon pour une paix blanche, au moins pour une entente avec certains éléments allemands en vue de la cessation des hostilités, ne pouvait s'en tirer. On pouvait prévoir un peu ce qui arriverait. Naturellement, on n'est pas jusqu'à prévoir qu'il mourrait en prison, mais on pouvait prévoir qu'il serait arrêté. Il a été accusé d'espionnage, j'en sais rien, il a été arrêté et on l'a trouvé mort, étranglé dans sa cellule. En 1917, la mort en prison du père de Jean Vigo, il y eut 2 thèses, l'une parlant de suicide, car on l'avait trouvé pendu par un lacet au barreau de son lit à l'infirmerie, et l'autre, qu'on l'avait suicidé, que l'on l'avait tué parce qu'il aurait pu parler et dire des choses qui ne plaisaient pas au pouvoir de l'époque. Moi, je crois qu'on l'a fait mourir. C'était le sentiment général dans le milieu, que c'était un tel batailleur, un tel bagarreur, qu'il n'aurait pas donné sa démission comme ça. Je ne crois pas. Et Vigo avait eu un témoignage dont il était à peu près certain qu'Almereda avait été étranglé par X. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il savait que son père avait été étranglé dans sa prison et qu'il connaissait même l'assassin. Et Jean a vécu toutes ces heures-là. Pour un garçon de 12 ans, c'était absolument effroyable. Et de plus, alors, c'était vraiment... il était honni de la société, c'était le fils de l'espion, pour ainsi dire. On n'a pas voulu le recevoir dans des lycées à Paris. Il a été à Millau, parce que, et même sous son faux nom, on n'a pas voulu le recevoir dans aucun lycée parisien. Et il était là très ami avec Cossa. Millau, 1964. Bruel, Cossa, Colin, sirop de conduite, consigné dimanche. Oh, alors, ça ne saurait pas. Je me suis non pas reconnu physiquement, bien sûr, évidemment. Enfin, par la pensée, je savais très bien qu'évidemment, il a voulu lui mettre un nom, il a mis automatiquement le nom de ses camarades, évidemment, sur le film, en dehors de moi, naturellement. Et il y avait également un de mes camarades qui s'appelait Bruel. Qui est là? Costa, monsieur. Bruel, monsieur. La vie du collège à ce moment-là, c'était la vie de tous les collèges de province, un peu vétuste, évidemment, ça, avec un confort tout relatif. Des salles de classe chauffées au charbon, avec des poêles individuels, des dortoirs non chauffés,
avec évidemment des lavabos plutôt gelés l'hiver qui nous obligeaient à aller nous laver dans la cour. Mais enfin, on prenait ça comme des enfants philosophes. Debout, debout, debout. Allons, vite. Allez. Allons, debout, debout, debout. Eh bien quoi, vous êtes sourds? Eh bien, et vous, là, qu'est-ce que vous attendez? Allons, debout. Debout. Allons, debout. Oh, tu m'embêtes. C'est quoi la fête? Allons, debout. Debout. Debout, allons, voyons. À ce moment-là, c'était le principal qui vendait la soupe, quoi, puisque c'était pas le lycée d'État, évidemment, qui essayait de faire le maximum de bénéfices. Alors, évidemment, le menu n'était pas brillant du tout. Ah, monsieur le surveillant général. Oui, des haricots. Toujours des haricots. Je ne peux tout de même pas donner tout le temps des haricots à ces enfants-là. Oh, maman, encore des haricots? Oh, non, alors. Et oui, il y avait des haricots, bien souvent, bien sûr. Ça, c'est le fond, le plat des haricots. Bon, oui, c'était pas tous les jours, bien sûr, mais enfin, c'était juste. Ce qui compte dans la vie d'un interne, ce sont les pions. Non. Non. Cossa et Colin, apportez-moi donc vos livres d'algèbre. Ou plutôt non. 0 de conduite, consigné dimanche. Il y en avait qui étaient évidemment excessivement sévères, on les craignait, n'est-ce pas? Peut-être on les respectait, on sait. Mais enfin, on les craignait. Pourquoi? Vous savez ce que c'est que ça? Le pion, ou on le craint ou on le craint pas, c'est fini. Et c'est le premier contact qui compte. Regarde, monsieur Pexet. On ne rigolera encore pas cette année. Oh, tu crois? Colin, sauf de vieux Colin, on a voyagé avec un mort. Dites donc, Cossa, fini les vacances. C'est le surveillant général, n'est-ce pas, qui est là, évidemment, au censeur, qui est là pour mener la vie dure, évidemment, aux internes. Il y avait des surveillants lamentables, n'est-ce pas, qui savaient à peine lire, n'est-ce pas, d'autres qui étaient, j'en connais un ici, qui buvaient, d'autres qui chahutaient. Je me souviens qu'en promenade, mais on cassait toutes les machines de porcelaine des poteaux. Et lui, il nous aidait. À vos places. Allons vite, voyons, à vos places, quoi. Je ne peux reconnaître comme professeur d'ici, comme professeur de chimie, de par son obésité, si vous voulez, sa corpulence, qui lui ressemble très étrangement. Comme c'est spirituel. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et il y avait toute une des spécialistes qui allaient fumer dans les cabinets, ça c'était classique, et qui se filaient le mégot l'un à l'autre. Et évidemment, le mégot c'était quelque chose de précieux. Une cigarette, il fallait que toi en profites au moins.
Maintenant, vous savez ce que c'est qu'entre collégiens, on rigole, tu sors chez un correspondant, il a une fille qui est là, évidemment. Moi, je reste ici avec maman, à la cuisine. Toi, tu vas ouvrir Poupoule. Vous connaissez l'histoire, c'est René Lefebvre qui a présenté Jean Vigo à Nunez. Je revenais en voiture des courses d'Auteuil. Et dans cette voiture, il y avait un petit propriétaire de chevaux de course que je connaissais vaguement, qui s'appelait Nunez. Je connaissais René Lefebvre qui avait des chevaux chez Cornu-Langy, entraîneur à Maison Lafitte. Moi aussi. Justement, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que Nunez, vous savez, les relations du turf, il faisait courir, moi aussi, il avait un très faible effectif, moi de même, c'était pas un gros propriétaire, c'était une relation aimable comme ça, un homme agréable à fréquenter, à entendre, et un jour, en rentrant d'Auteuil... J'ai demandé à René Lefebvre s'il connaissait un jeune metteur en scène particulièrement intéressant. Il me dit, dans la voiture d'un de nos amis qui nous ramenait, votre métier est effroyable dans les conditions où vous devez le faire. Tous les scénarios sont idiots. C'est vraiment impossible de stagner dans une telle forme de cinéma. C'est toujours monsieur, madame et l'autre. C'est assommant, moi j'en ai marre, je n'y vais plus. Est-ce qu'il n'y a pas un metteur en scène qui serait capable un peu de secouer cette apathie et de nous emmener un petit peu vers d'autres horizons? Il m'a dit, oh ben, si vous connaissez un metteur en scène qui vaut la peine, moi, volontiers, je mettrais des capitaux là-dedans. Je dis, si, j'en connais un, mais il n'a pas de capitaux, c'est un type que je connais peu, mais je connais très bien un film qu'il a fait qui s'appelle À propos de Nice, un petit documentaire qui me paraît tout à fait remarquable. Et il m'a indiqué Vigo. J'ai eu l'impression immédiate que c'était un homme qui avait un idéalisme profond, qui avait une sensibilité extrême. En plus, c'était un homme d'une très grande finesse. Et on avait une impression tout à fait remarquable, très peu courante. Jusqu'alors, nous n'avions parlé que cheval, jamais cinéma. Et puis tout à coup, comme ça, je vous dis, ça s'est fait. Ça a dû durer environ 5 minutes, quoi. Entre Auteuil et la Porte-Maillot, il n'y a pas bien loin. On lui a projeté À propos de Nice. Il a dit, voilà un type qui voit clair, qui est un metteur en scène, certainement. Il ne s'était pas trompé. Et il ne me semblait pas du tout être porté tellement sur le cinéma au point d'y risquer tout de même une somme assez considérable pour l'époque. Il n'a pas hésité à le faire, il a bien fait. Le souvenir de mes rapports avec Vigo est l'un de mes plus beaux souvenirs, est l'une de mes plus grandes satisfactions. Et que si j'avais à recommencer, je recommencerais sans la plus petite hésitation. Et j'ai lu dans les journaux, à ma grande surprise, quelque temps plus tard, que Jean Vigo allait faire 0 de conduite. Et Riera, le cousin de Jean, m'a téléphoné pour dire « Ah ben tu sais, Jean va tourner, il a trouvé un commanditaire, il paraît que c'est toi qui le lui as envoyé, un nommé Nunez. » Et là-dessus, on a eu le plaisir de voir 0 de conduite.
Les gosses, on les a pris comme ça, il a choisi ça. Ils ont pris la plupart au parc Montsouris. Il les avait vus dans la rue et il en a suivi quelques-uns. Il a été demandé l'autorisation aux parents. Ce sont des gosses qu'il avait repérés, c'était des gosses de son quartier. Mais le très curieux de l'affaire, c'est que quand il courait après les gosses, ça, je le dis à peine, mais il a dit, point, je suis emmerdant. Il me dit, je passe pour un pédéraste, moi je cours après les gosses maintenant. Qu'est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là il embauche les petits garçons, pourquoi faire? C'est embêtant. Ah oh, je dis, non, je pense pas. Ah, il dit, oui, il y a des gens qui m'ont... Qu'est-ce que vous leur voulez à ces petits? Pierre et Jean étaient des amis d'enfance. Ils se comprennent à demi-mot. Ils ont le même humour, la même façon de penser, de rire, et la même tendresse, tous les deux. Et moi, je suis retourné au lycée quand j'avais été. J'étais pendant les récréations, essayer de piquer les copains. J'avais qu'une crainte, c'est qu'on s'imagine que j'étais élève et qu'on me laisse plus sortir. Eh ben, dites donc, vous voulez que je vous conseille? Robert Leflon faisait pète sec, le pion sévère. Mais les autres étaient des amis ou des gens que Vigo avait contactés comme ça. Par exemple, le surveillant général, le bec de gaz, c'était le gérant de son immeuble. Le gérant qui habitait en dessous était venu à 2 h du matin, à 4 h du matin, leur dire, je vous en prie, faites un peu moins de bruit. Et Vigo lui dit, car il devait 2 termes en retard, dit au gérant, ah, vous voilà, vous tombez bien. Et il l'a pris comme surveillant général dans 0 de conduite. Il était un monsieur très pondéré, très calme et un peu timide même, et qu'il avait persuadé de jouer ce rôle. Le petit Lefebvre était un petit gars qui avait été choisi comme ci, qui avait la tête qui convenait. Et il avait sans doute rencontré dans le quartier Jean, et il avait dû le remarquer, il lui avait parlé, il l'avait engagé. Il avait un peu de mal pour dire le texte, pour dire les répliques, quoi. Quoique Vigo s'attachait pas tellement à la lettre, il disait, bon, tu dis ça, et puis si c'était pas exactement ça, ça n'est pas grande importance, bien sûr. Il y avait le ton qui était assez particulier, d'ailleurs, on le voit dans 0 de conduite. Il y a une façon de dire les choses qui était vraiment particulière. Et si tu sais pas, laisse-moi tranquille avec ta mère. C'est Brulal qui vous l'a vu dans le complot. Ta mère, c'est une fille, que je te dis. Depuis qu'il a été chez le principal, je ne sais pas ce qu'il a. Je te dis que c'est une fille, moi. Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il sait dire? On se retrouvait tous, aussi bien acteurs que l'équipe technique, à déjeuner rue de la Villette, dans l'arrière-boutique d'une épicerie, qui faisait restaurant comme ça pour les amis, et dont la patronne a joué le rôle de la mère Émile. Elle a fait ce qu'elle aurait fait chez elle, pas la cuisine. Notre ami Henri Storck était habillé magnifiquement en curé. Ça lui allait d'ailleurs fort bien. Monsieur le principal arrive. Monsieur le principal est là. Vigo et moi, on se demandait à quel acteur on allait confier ce personnage du principal. Monsieur le principal. En route, monsieur.
Et ça a été plus fort que lui. J'ai voulu l'en dissuader. Il m'a dit, mais non, ça vraiment. Et alors, il a engagé le nain Delphin, sans rien à en dire, chez Gaumont, le nain Delphin. Il y avait les directeurs de chez Gaumont qui étaient là, et on a vu le nain Delphin en jaquette, aller mettre une barbe, aller mettre son chapeau. Mais c'est lui qui joue le nain Delphin, qui joue le principal, mais oui, c'est lui. Ils étaient un peu saisis, mais enfin, c'était parti. Un peu du cinéma de collégien, voilà, cinéma de collégien, à côté de ce que l'on faisait à ce moment-là. C'était le grand moment de, comment s'appelait la machine humaine, la bête humaine, enfin tout ça, la locomotive de... Oui, c'est ça. Alors, il faisait figure d'un petit jeune homme qui s'amuse à faire des films, Vigo. Voilà exactement. Il était le petit jeune homme qui fait des films pour s'amuser, puis en marge, non conformiste, en marge, qui n'aurait jamais de suite. Voilà. Ça qui est curieux, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, quand on voit ça, c'est le truc de Rimbaud. Je suis sûr que Rimbaud, on ne l'a pas pris au sérieux du tout. Et ce n'est que plus tard. Il y a beaucoup de gens comme ça qui deviennent de grands bons hommes et qui ont commencé tout petits. Il voulait tout le temps faire des blagues, il avait une vitalité, une espèce de joie de vivre, et en même temps cette espèce de force, de dureté, de cruauté, vraiment qu'ont les enfants. Il n'était pas beaucoup plus âgé que les gosses avec lesquels il a tourné Zéro de conduite. On aurait dit que c'était un des gamins un peu plus âgés. Ce qui était important, c'était de voir l'ambiance extraordinaire des enfants qui tournaient pour Jean Vigo. On sentait qu'ils étaient dominés par sa personnalité. Ils ne faisaient pas ça par cabotinage. Ils faisaient ça parce qu'eux-mêmes revivaient leur propre action. Et lui-même, il s'est senti enfant à ce moment-là. Et entre autres, je vois encore Vigo jouer au football avec les enfants. Ça lui était tout naturel. Il ne faisait pas ça pour tenir les enfants, mais il était comme ça. Et il les prenait assez comme s'il avait été dans l'histoire lui-même. Hein, comme si vraiment il faisait partie de la bande et comme s'il s'y dirigeait la bagarre ou la poursuite ou tout ça. Ce qu'il y avait de plus étonnant, un jour où je fus sur le studio, c'était sur le plateau, au but de Chaumont, c'était les gosses déchaînés, parce on était en train de tourner la bataille des Polochons, déchaînés, s'en prenant aux spectateurs, s'en prenant aux amis qui étaient venus sur le plateau, leur bottant les fesses à grands coups de tatane. C'était véritablement la bagarre. Et je crois que c'était Gonzague Frick qui jouait le surveillant, le pion. Puis les gosses le maltraitaient, le bousculaient, je ne me souviens plus exactement ce qu'ils faisaient, mais enfin on lui flanquait des coups, quoi. Les gosses le tapaient dessus, parce que c'était le surveillant, parce que ça représentait l'autorité.
Mais ils y allaient, vous savez. Ah, on sentait que c'était là, hein. Ils étaient contents, ils étaient ravis. Et Vigo était ravi de voir que les enfants marchaient. D'après Vigo, c'était jamais assez fort, puisqu'il lui dit, allez-y, tapez. Là, il lui dit, tapez, allez-y, allez. Il était à bout de souffle, il n'en pouvait plus. Et alors, il se dépensait, et il voulait parler, il parlait, et il était enroué, il ne pouvait plus parler. Et je me disais, il ne tiendra pas jusqu'au bout. Alors je l'ai pris affectueusement, mais enfin énergiquement, je lui disais, non, tais-toi, ne gueule pas comme ça, que ça sert à rien, tu t'escates. Alors il dit, attention, on va crever les oreillers, enfin, allez-y, partez, bon. Ça durait un mois, cette histoire-là. Mais à la fin, les mômes étaient devenus trop familiers avec nous. C'était fini, c'était la grande rigolade. Il fallait gueuler pour arriver à obtenir quelque chose. Il fallait de temps en temps les retenir quand même, parce que alors ça aurait vraiment des généraux les auraient pu retrouver, ou bien d'ailleurs c'est quelquefois arrivé. Dans la poursuite dans les rues de Saint-Cloud avec Dasté partant dans un sens et les autres dans l'autre, ça a failli arriver plus d'une fois. Mais les gosses, vers la fin, devenaient insupportables et commençaient à jouer des blagues à Delphin. Alors Delphin ça lui faisait de la peine, ça le vexait, tout ça. Il voulait se plaindre à Vigo, et Vigo ne pouvait pas grand-chose. Enfin, pas de manger l'air les gosses, quoi. Enfin, évidemment, ceux-là n'avaient jamais vu de cinéma, quoi. Et ils étaient ravis, mais en même temps, il fallait leur courir après, quoi. C'est normal. Ce dont je me souviens le plus, c'est Jean Vigo sur les toits, avec les gosses. Vous savez qu'il bombarde depuis les toits. Et j'ai même raté là l'occasion de ma vie, parce que Vigo souhaitait me faire jouer le rôle du sous-préfet. J'avais un monocle à ce moment-là, et Vigo avait naturellement beaucoup de respect pour ce monocle. Et il m'avait dit que j'étais vraiment le personnage idéal pour faire le sous-préfet avec un monocle. Et puis je n'ai pas pu venir, et je ne m'en consolerai jamais. Et c'est Gonzague Frick qui d'ailleurs était quand même plus sous-préfet que moi, parce que d'abord il en avait l'âge, et puis ensuite il avait un monocle qu'il portait depuis beaucoup plus d'années, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus sûre. Alors là, avec Kaufman, Vigo était absolument déchaîné, courant sur les toits, même tout près du vide. Et je lui disais, bien, fais attention, Jean, tu vas te casser la gueule. Il avait ses cheveux tout ébouriffés. Allez-y, tapez, allez, tapez sur le... C'était lui. Ça, c'était lui. Il s'était, je le dis le mot, il me plaît pas beaucoup, mais il s'était défoulé. Il s'était défoulé. C'était lui. Il avait vomi ce qui lui avait fait mal. Cette séquence-là, je dis, mon vieux, on va te la couper. Tu devrais peut-être, c'est ton premier film, tu devrais faire quelques concessions pour ce premier film, et puis ensuite tu en feras d'autres. Et quand tu auras donné ta mesure, tu pourras faire ce que tu voudras. Et là, il m'a regardé, et vraiment c'était tragique son regard. Il m'a dit, toi tu es en bonne santé, tu as le temps, mais moi je n'ai pas le temps. Alors, il faut que je fasse tout de suite. Je laissais toute liberté à Vigo, d'autant plus que je trouvais ça assez plaisant. Je n'y voyais aucune espèce d'inconvénient. Évidemment, je me rendais bien compte que ça ne plairait pas à tout le monde. La première fois qu'on l'a montré en soirée professionnelle, c'était à l'Artistique à Douai, à la rue de Douai. Et il y avait là
près des Préverts notamment. C'était une salle qui avait l'air d'être privilégiée, puisque c'est là aussi avait été présenté le cuirassé Potemkin, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque aussi. Il y avait des amis de Vigo, mais la production franco-film Aubert avait forcément invité des gens pour que le film se vende, et des gens qui vont habituellement aux présentations de films. Il y avait sûrement des exploitants, il y avait beaucoup de bourgeois qui avaient invité les gens que je connaissais qui étaient bourgeois ou super bourgeois et qui avaient voulu les inviter, pensons, leur être agréables. Ils se sont probablement fait copieusement engueuler par la suite. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. Monsieur le professeur, je vous dis merde. Il serait difficile de ne pas s'en rappeler. Moi, j'ai assisté pas mal déjà, parce que ça fait tout de même un certain temps que je vais au cinéma, et nous avons assisté, même avec Polo, à pas mal de séances mouvementées. Mais celle-ci était particulièrement mouvementée. Les gens ne pouvaient pas supporter ça, on sent qu'ils étaient horrifiés. Il y avait des cris dans la salle, sortez, conspuez, enfin, ça a vraiment été conspué comme je n'ai jamais vu. C'est honteux, c'est affreux, c'est un scandale, les gens hurlaient. Et puis alors, il y avait les enthousiastes. Ça, les supporters applaudissaient, et alors les autres réagissaient avec une violence terrible. J'avais essayé de mobiliser quelques collègues célèbres ou illustres, et je n'ai le souvenir que de Gide. On avait été très soucieux, naturellement, de l'effet que Géraud de Conduite pouvait produire sur ces grands intellectuels. Et au lieu d'assister à la projection du film, j'étais resté dans le hall du cinéma, peut-être parce que je me demandais si certains d'entre eux ne sortiraient pas avant la fin. Et ça a été le cas de Gide, qui est venu. Le film n'était pourtant pas bien long, mais il n'est pas resté. Et quand il m'a vu, il s'est approché de moi, m'a serré la main sans rien me dire, exactement comme on fait pour les condoléances. Il y a aussi des tas de gens qui l'ont attendu, qui l'ont félicité. Des tas d'inconnus, puis pas mal de copains. Personne ne s'y attendait à ce que ce film ait un accueil aussi défavorable, quand même. C'était de la haine qui s'est déchaînée au moment de la présentation de ce film. Il était fatal que, dans le fond, à la suite de ces incidents, la censure soit difficile à obtenir. La censure, à l'époque, en tout cas, et elle l'a toujours été, était libérale pour des questions sexuelles. Du point de vue politique, elle l'était naturellement beaucoup moins. Vous savez que chaque ministère intervient, celui-ci ne veut pas parce qu'on parle de la défaite de telle bataille qui soi-disant était une victoire française, etc., que l'autre ne veut pas parce qu'il y a un pompier qui fume sous l'écriteau défense de fumée, alors à ce moment-là, c'est le ministère de l'Intérieur qui intervient. Enfin, il y a des quantités de raisons pour lesquelles on peut faire interdire presque intégralement un film, du moment qu'il n'est pas béni oui-oui. Il y a eu de la haine contre Vigo. Et on m'a associé à cette haine. Le film n'a pas eu son visa de censure et n'a pas pu passer. J'avais quelques relations qui me permettaient d'approcher les gens au pouvoir. À cette époque, le pouvoir était très diffus. Ce n'était pas comme un pouvoir ressemblant à celui que nous vivons. Et donc, on pouvait peut-être espérer obtenir quelque chose, mais personne dans ce pouvoir diffus ne voulait prendre de responsabilité. Et on ne m'a laissé aucune illusion sur les possibilités d'obtenir la censure. Le producteur Nunez, qui était un homme parfaitement honnête et lucide et courageux, a été obligé de se battre contre ses associés Gaumont, qui avaient naturellement désiré censurer le film. Il aurait fallu en couper beaucoup dans Géraud de Conduite. C'est Nunez qui les avait entraînés dans un traquenard, car ce film ne correspondait absolument pas aux idéologies des producteurs de métier. Le cinéma était très dépendant, surtout des distributeurs et des tenanciers de salles. Des salles souvent appartenaient à